Assalamu alaikum kullukum. Bonjour à tous. On en est Jamnial Don on en souffre. Voilà, Bismillahirrahmanirrahim. Donc, je vais parler d'abord en français, s'il y a possibilité de traduction en arabe, et puis voilà. Donc, دور نتكلم باللغة الفرنسية وممكن واحدة منكم تترجم في اللغة العربية. اليوم جينا هنا نتكلم بالسياسي الموريتاني، وكلموا أيضا في البنية التحتية الأساسية الموريتاني، لأن شفنا هنا في الموريتاني سياسية ليس صحيح. نحن في بلادنا أخطرنا عندنا تقدم والتنمية. Voilà, donc grosso modo, je voulais vous dire que nous sommes venus ici pour parler de la politique mauritanienne et puis de tous les problèmes qui requièrent l'attention des Mauritaniens. Ces problèmes sont des problèmes sociétaux et des problèmes de développement. Les problèmes sociétaux sont des problèmes aigus dans notre pays et nous devons les résoudre avant tout pour pouvoir passer à autre chose qui est le problème du développement. Donc je vous remercie vivement d'être venu pour pouvoir écouter, entendre et puis pouvoir comprendre ma démarche. Parce que c'est une démarche que j'ai entreprise depuis plus de 2 décennies déjà et que je voudrais partager avec les Mauritaniennes et les Mauritaniens. Cette démarche concernera avant tout la jeunesse mauritanienne et les femmes mauritaniennes, la jeunesse mauritanienne et les femmes mauritaniennes. Parce que ces 2 éléments sont au centre justement des problématiques mauritaniennes et du développement mauritanien. Sans ces deux aspects, il faudra savoir que la Mauritanie ne pourra pas bouger. Et nous avons besoin d'une Mauritanie forte, d'une Mauritanie unie, d'une Mauritanie prospère pour pouvoir avancer dans le concert des nations. Voilà, donc je remercie les journalistes qui sont venus. Je remercie aussi les auditeurs et les téléspectateurs qui sont là pour écouter ma démarche et pour essayer de les convaincre justement dans ce que j'entreprends pour pouvoir aller ensemble justement pour la conquête du pouvoir. Parce que nous sommes venus ici, ce n'est pas pour jouer, nous sommes venus pour conquérir le pouvoir. Nous en avons les capacités, nous en avons les moyens, nous en avons l'ambition. Et nous voulons que la Mauritanie justement avance. Et pour avancer, il faudra que les Mauritaniennes et les Mauritaniens soient unis, main dans la main, pour avancer. À l'heure actuelle, les problématiques sont difficiles, que ce soit dans notre pays ou dans notre entourage propre. Et pour ça, nous avons besoin de tous. Et nous avons justement une loi programmatique qui va être détaillée tout au long justement de cette conférence de presse pour faire comprendre aux Mauritaniens et aux Mauritaniennes notre vision prospective de la Mauritanie de demain, celle que nous entreprenons, celle que nous voulons voir réalisée pour les générations futures. Et c'est une ambition qui est très forte et que nous souhaiterions que tout le monde y adhère. Et dans ces conditions, je souhaiterais aussi que la sensibilisation soit faite par vous, la mobilisation soit faite par vous, pour qu'ensemble nous puissions conquérir le peuple, le cœur des Mauritaniens et des Mauritaniennes. Et nous en avons la possibilité parce que les Mauritaniens sont des gens ouverts, sont des gens qui comprennent les problématiques de l'heure et puis qui peuvent aussi comprendre que la Mauritanie est à la croisée des chemins. La Mauritanie est à la croisée des chemins. Cette croisée des chemins, nous devons ensemble vouloir traverser justement les embûches qui s'offrent à nous, qui sont devant nous.
nous en avons les capacités, nous en avons les moyens, et ensemble, Inch'Allah Ta'ala, nous pourrons essayer de conquérir le cœur des Mauritaniens et des Mauritaniennes, et puis de faire partir la Mauritanie vers des sommets. Ces sommets, nous croyons que ces sommets nous pouvons les atteindre et qu'ils ne sont pas difficiles, justement, si on est unis. Donc, j'attends les questions des journalistes. ترجم باللغة الفرنسية لا. Donc la parole est à la presse. Hein. Oui, allez-y. Pas de micro. Il y a un micro là. Non, c'est que ça ne peut plus un traducteur en arabe. C'est sec. Merci beaucoup. Donc, moi, c'est Bakary Gueye, je suis journaliste, rédacteur en chef du site web Initiative News. J'ai quelques questions par rapport à la candidature. La première question, c'est de savoir est-ce que cette candidature était prévue de longue date et comment se fait-il qu'en étant candidat à la présidentielle, ce n'est qu'à quelques mois du scrutin que vous annoncez cette candidature? Est-ce qu'il ne s'agit pas d'une candidature qui est suscitée, par exemple, par le pouvoir, par d'autres côtés du pouvoir qui est en place? Ça, c'est la première question. La deuxième question, vous avez dit que la Mauritanie a donc fait face à beaucoup de problèmes, notamment des problèmes sociétaux auxquels vous allez donner la priorité. De quels problèmes vous voulez parler exactement quand vous dites qu'il s'agit de problèmes sociétaux? De quels problèmes exactement il s'agit? Voilà, merci. Merci, M. Gueye. Donc, cette candidature, c'est une candidature réfléchie depuis très longtemps. Voilà, ce n'est pas une candidature de la dernière minute. Je réfléchis à ce programme depuis plus d'une décennie, 2 décennies, disons-le. Je suis en train de rédiger depuis fort longtemps les stratégies de développement de mon pays. Et puis, c'est des stratégies à long terme. Ce n'est pas des stratégies de 3 à 5 ans, mais c'est des stratégies à très long terme. 20 ans, 30 ans, 50 ans. Vous comprenez? Je suis un économiste, je regarde loin. Je regarde en perspective. Je ne suis pas quelqu'un qui fait du ramassis, qui regarde pour une année, pour 5 ans. Non. Moi, je regarde pour la Mauritanie pour les 20 prochaines années, les 30 prochaines années, les 50 prochaines années. Que sera la Mauritanie dans 100 ans? Vous voyez? Donc, j'y réfléchis depuis plus de 2 décennies déjà. Et puis, moi, je ne suis jamais en acquaintance avec un gouvernement. Jamais. Les présidents successifs, j'en ai rencontré un. C'est lorsque nous étions venus ici pour la réconciliation nationale en 2006 avec Elie Mohamed Val. On l'a rencontré. Vous comprenez? On était venus pour la réconciliation nationale. Les autres présidents, je ne les ai jamais rencontrés. Donc, acquaintance avec le gouvernement de dernière minute, ça n'existe pas chez moi. Moi, je suis un homme pragmatique, un homme réaliste, un homme qui veut le bien de la Mauritanie et qui regarde loin pour la Mauritanie. Voyez-vous? Donc, ça, il faudra que ce soit clair dans l'esprit de tout le monde. Et puis qu'on sache que je suis un homme de principe, pragmatique, réaliste, et puis légaliste. Je suis un légaliste aussi. Voilà, donc pour cette chose, je crois que les Mauritaniens et les Mauritaniennes, certains le savent, beaucoup d'ailleurs le savent, et bon, pour certains qui ne me connaissent pas, peut-être ils diront que oui, c'est une candidature de dernière minute. Voilà, ça, non. Et puis les problèmes sociétaux, c'est des problèmes que tout le monde connaît ici en Mauritanie, c'est les problèmes du passif humanitaire, les problèmes qui sont liés justement au mal-vivre en Mauritanie, les problèmes qui sont liés par exemple à la discrimination, à l'injustice sociale qui sévit en Mauritanie.
Ça, personne, aucun Mauritanien ne peut dire qu'il y a la justice, il n'y a pas de discrimination, ou bien que le passif humanitaire a été résolu. Le passif humanitaire n'a pas été résolu. Il faudra trouver des solutions justement sur ce dossier. Et ça peut se trouver très rapidement. Vous comprenez? Moi, je suis sûr que s'il y a la volonté politique, on peut trouver justement la solution très, très, très rapidement. Voilà. Donc, ces deux problématiques, c'est des problèmes... C'est des problématiques qu'on peut suivre très longtemps, qu'on peut résoudre très longtemps. Il faudra dire seulement qu'on téléphone. Il faudra qu'on te téléphone pour trouver. La personne a bien téléphone. Donc, c'est des problématiques qu'on peut résoudre très rapidement. Et je crois que si le gouvernement s'y attelle, c'est des problèmes qui sont faisables en 6 mois. Moi, je suis résolu, quand je suis élu à la présidence de la République, à m'atteler justement à cette problématique et à aller résoudre en 6 mois. Ce sera le dossier prioritaire. Ce sera le dossier prioritaire. Et puis le résoudre, c'est une volonté politique, de l'engagement aussi. Je crois que jusqu'à présent, certains diront que ça a été résolu, mais non, ça n'a pas été résolu. Même l'ancien président a reconnu que ça n'a pas été résolu. Donc il faudra s'y atteler et puis dire aux Mauritaniens que c'est un problème sur lequel il ne faudra pas transiger. Il ne faudra pas transiger là-dessus si on veut que les autres problèmes soient résolus de leur côté. Voilà, donc les problèmes aussi, par exemple, du mal-vivre en Mauritanie. On a vu qu'en Mauritanie, il y a un mal-vivre. Pourquoi? Parce que c'est une société inégalitaire. En Mauritanie, c'est une société inégalitaire. Les Mauritaniens se côtoient, mais ne vivent pas ensemble. Vous voyez, par exemple, que ce soit ici à Nouakchott, les quartiers, il y a des quartiers de riches, et puis il y a des quartiers de pauvres. Quand vous allez dans certains quartiers, vous ne verrez jamais les mêmes communautés. Ça, c'était des problèmes à combattre. C'est des problèmes à combattre, et on va le combattre réellement, franchement et avec détermination. Ça, je crois qu'il faudra que tout le monde soit conscient quand même que ces problématiques, s'ils ne sont pas résolus, la Mauritanie ne pourra pas aller loin et ne pourra pas s'unir ou bien ne pourra pas se développer. La résolution de ces problèmes peut être suivie aussi par des programmes sociaux. Des programmes sociaux concernant, par exemple, on a vu que les logements n'existent pas ici. Voilà. Donc, les Mauritaniens, dans la plupart des cas, vivent dans des taudis. La plupart des Mauritaniens vivent dans des taudis. Et ces taudis, moi, je suis prêt à les combattre en créant un organisme pour des logements sociaux. Ça veut dire que chaque Mauritanien pourra avoir justement un logement digne de son nom. Parce que les Mauritaniens, comme vous le voyez, la plupart du moins, ou bien 90%, vivent très mal, très mal. Et puis ça, ce n'est pas normal. Pour une population de 5 millions d'habitants, un pays qui regorge de richesses, et il y a la pauvreté qui sévit dans ce pays. Et ça, c'est un problème à combattre franchement et avec détermination. Donc, pour ces problématiques, ce que je formerai comme gouvernement sera prioritairement justement axé sur le passif humanitaire, sur les problèmes sociétaux, sur le problème de l'enseignement et sur le problème du développement. Peut-être qu'on y reviendra avec d'autres questions pour pouvoir les développer plus amplement, pour que les gens comprennent ma démarche et comprennent l'ambition pour la Mauritanie. Tu as retrouvé? Merci. J'ai 2 à 3 questions. La première, vous entendre développer un discours très semblable à celui de l'opposition mauritanienne. Mais vous êtes déclaré candidat indépendant. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous n'avez pas approché les gens ou ils ne vous ont pas approché? C'est-à-dire l'opposition qui est à la recherche d'un candidat unique ou d'une candidature indépendante. La deuxième question, c'est par rapport au dossier du passif humanitaire. Vous y êtes revenu,
semble que le gouvernement s'apprêterait à trouver une solution avec une solution consensuelle avec les associations des ayants droit. Est-ce que vous savez de ce dossier-là? Est-ce que vous avez été informé des démarches qui se sont déroulées entre les associations et le gouvernement ou non? Et la troisième question, c'est par rapport au mal-vivre que vous avez relevé. Nous nous acheminons vers le mois de Ramadan. Quel conseil donneriez-vous au président ou au gouvernement pour permettre à ces gens dont vous parlez, ces gens qui vivent dans les petits problèmes, pour surmonter ce mois béni du Ramadan? Vous avez parlé justement de l'opposition, j'ai presque le même discours. Quand vous regardez de près, peut-être que les discours sont semblables, mais moi je me mets au-dessus. Parce que les petits tiraillements, les petites combines de chapelle, moi je suis en dehors de ça. Je suis en dehors des querelles de chapelle, je me mets au-dessus de la mêlée pour tirer tous les Mauritaniens ensemble pour qu'ils comprennent que ces problèmes doivent être résolus. Je ne suis pas un extrémiste. Moi, je veux l'union des Mauritaniens. Je veux l'union des Mauritaniens. Voyez-vous, il ne faudra pas être dans la vie, il faudra regarder l'avenir. Il ne faudra pas toujours se pencher sur certains faits qui sont passés qu'on peut résoudre. On peut les résoudre résolument, avec autorité, détermination. Et puis, la Mauritanie en a besoin. Parce que sans la résolution, comme je l'avais dit tout à l'heure, sans la résolution de ces problèmes, la Mauritanie n'ira pas loin. N'ira pas loin. Donc, moi, je me mets au-dessus de la mêlée pour être, comme candidat indépendant, attirer les autres qui comprennent ma démarche pour qu'on puisse aller ensemble vers, justement, des lendemains meilleurs. C'est ça ma vision des choses. Voilà. Donc pour la deuxième question, le passif humanitaire, j'en ai entendu parler, j'ai entendu, bien entendu, comme beaucoup de Mauritaniens parler du passif humanitaire. C'est des problèmes, comme je l'ai dit, il faudra les résoudre avec détermination. Moi, quand je viendrai au pouvoir, les 6 premiers mois seront consacrés à ça, résolus définitivement, on passe à autre chose. On passe à autre chose. Ça, c'est une réalité. Et puis les Mauritaniens n'attendent que ça. Les gouvernements ne se sont pas attelés comme il se doit sur le passif humanitaire. Parce que s'ils s'étaient attelés comme il se doit sur le passif humanitaire, ça n'allait pas traîner pendant 3 décennies. 3 décennies, disons-le. Et 3 décennies dans la vie d'un homme, ça compte. Vous comprenez? Beaucoup de ces gens, par exemple, sont morts, ou bien d'autres sont sur des fauteuils roulants, ou d'autres sont des handicapés. On aurait pu résoudre ces problèmes avec le problème des veuves, avec, par exemple, le problème des déportés, avec beaucoup d'autres problèmes. Ça, moi, je suis résolument engagé à résoudre ce problème pendant les 6 premiers mois de ma mandature. Voilà, ça c'est un fait. Et prenez en compte, soyez sûr que moi je suis déterminé à régler ça. C'est pour le bien de la nation, c'est pour le bien des Mauritaniennes et des Mauritaniens. Et ça, ensemble, on le fera coûte que coûte. C'est avec un engagement ferme. Le mal-vivre en Mauritanie, nous le vivons tous. Peut-être que parmi les 5 millions de Mauritaniens que nous sommes, peut-être 100 000 vivent bien. Tout le reste, non. Tout le reste des Mauritaniens vivent mal. Et comment se fait-il qu'un pays aussi vaste que la Mauritanie, nous sommes le 10e pays africain par la superficie. Nous sommes plus grands que l'Égypte, l'ancienne civilisation égyptienne. La Mauritanie est plus grande. Vous comprenez? Et puis en Afrique, rares sont les pays qui ont les mêmes richesses que nous. Moi, je l'ai toujours dit, dans les médias internationaux, la Mauritanie, c'est un scandale géologique. Vous ne comprenez même pas parce qu'il y a beaucoup d'autres choses qui ne sont pas encore sorties sous terre qu'on ne nous a pas dit. Vous comprenez? Donc il faudra qu'on veille là-dessus. Le mal-vivre, pourquoi des Mauritaniens vivent mal? Les pays qu'on dit, des pays du Golfe et autres là, si on avait travaillé notre pays allait être mieux que ces pays dont on parle. Que ce soit l'Arabie Saoudite, que ce soit le Koweït, que ce soit Bahreïn, Abu Dhabi et autres, on allait être mieux. Vous comprenez? Donc, mais, vous voyez, regardez les Mauritaniens, hein? L'écrasante majorité vit dans la misère. Moins de 100 ouvriers par jour. Moins de 100 ouvriers par jour. Hein? Ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Des gens qui font les poubelles pour la Mauritanie, c'est pas normal. Ça, il faudra le combattre. La pauvreté, la misère, moi, je vais la combattre coûte que coûte et vaille que vaille. Avec vous
et puis on le fera, on le réalisera. Ça, c'est une conviction personnelle, et puis je sais qu'on en a les moyens, on en a les capacités, on en a les capacités intellectuelles, et physiques, et morales, et financières aussi. Voilà, donc ça, il faudra que les Mauritaniens se disent que l'actuel président peut-être a fait des démarches, mais moi, quand je viendrai au pouvoir, je réaliserai justement ces problématiques que j'ai soulignées avec fermeté, avec détermination et avec engagement. Moi, je ne mens pas aux Mauritaniens. Je suis venu pour vous dire le langage de la vérité. Vous comprenez? Un langage vrai, un langage que je vais réaliser. Inch'Allah ta'ala. Voilà. Et en Moustek, votre parent, c'est 360 vous êtes candidat à la présidence de la République. Vous arriverez, si en tout cas votre vœu est exaucé, vous allez vous retrouver aux commandes d'un pays dont l'école est à l'agonie depuis plusieurs années. Donc, qu'est-ce que vous comptez faire pour redresser l'école mauritanienne qui souffre de multiples maux? Ça, c'est la première question. Ma deuxième question est un peu complémentaire par rapport à ce qui a été dit, c'est une espèce de revanche. Vous avez parlé du massif humanitaire, vous avez donné un timing au bout de 6 mois. On voulait avoir une petite idée de la méthode suivant laquelle vous comptez régler ce problème-là. En quelques mots. Maintenant, au-delà de cela, la Mauritanie est dans un contexte géopolitique et sécuritaire trouble. Une fois aux commandes de ce pays-là, qu'est-ce que vous comptez faire pour maintenir la relative quiétude que nous vivons actuellement, parce que le dernier attentat terroriste sur le territoire mauritanien date de 2011. Voilà. Merci, M. Seck. Effectivement, que l'école de notre pays est à l'agonie. Comme tout le monde le sait, nous le déplorons. Parce que sans école, point de développement. Et nous avons vu que cette problématique se pose à notre pays depuis plusieurs décennies. Et la principale préoccupation justement de ma mandature sera justement de régler ce problème des langues nationales. Les langues nationales, c'est un problème qui se pose. Nous avons l'arabe comme langue officielle. Les autres langues nationales que sont le Wolof, le Soninké et le Pulaar doivent être enseignées. Et après, ça se traduira comme des langues de travail. Une langue, quand elle est nationale, on travaille avec. On ne peut pas dire que c'est une langue nationale et puis on la met de côté. Ça, il faudra que les Mauritaniens soient rassurés qu'il n'y aura pas de problématique là-dessus, il n'y aura pas de problème de tiraillement. Ça veut dire que c'est une question d'explication. Je crois que les explications ont été mal faites vis-à-vis de tous les Mauritaniens. Quand on explique correctement, il n'y aura pas de peur. Peur pourquoi? Chaque langue, il faudra que tout le monde sache et comprenne que chaque langue est porteuse de connaissances et de sciences. Il n'y a pas une langue supérieure à une autre. Ça n'existe pas. Toutes les langues ont commencé comme on a commencé ici en Afrique. Que ce soit les langues dites occidentales ou autres, elles ont commencé comme ça. Les autres langues orientales ont commencé comme ça. Nous avons quand même une vision de l'histoire. Nous connaissons l'histoire, nous avons appris l'histoire, nous continuons à l'apprendre. Et puis, on dit que l'histoire, c'est la première des sciences politiques. L'histoire, c'est la première des sciences politiques. Si vous comprenez l'histoire, vous enlevez une épine de votre pied. Et puis, comprendre l'histoire de notre pays, c'est comprendre justement comment nous avons formé ce pays, comment nous avons formé cette nation, comment nous envisageons cette nation dans l'avenir. Parce qu'il ne faudra pas que les Mauritaniens se sentent opprimés. Aucune communauté ne doit se sentir opprimée par une autre. Et ça commence par les problèmes de l'école, de langue. Les problèmes linguistiques, on va les résoudre convenablement. On va créer des instituts, justement, comme il en existait, un institut de langue, pour essayer de promouvoir ces langues, les enseigner depuis l'école primaire, les enseigner au secondaire, les enseigner à l'université et en faire des langues de travail. C'est des langues qui peuvent être des langues de travail fermement. Et puis ça,
il faudra que les Mauritaniens le sachent. Nous avons une chance, nous n'avons que 4 langues dans notre pays. 4 langues, c'est pas difficile. Et puis la majeure partie des jeunes Mauritaniens parlent 3 ou 4 langues. Parce qu'ils sont entre eux. Ils sont entre eux. Quand les jeunes sont entre eux, ils parlent. Le langage, pour un enfant, c'est très facile. C'est un terrain de jeu. C'est un terrain de jeu. Et ça, il faut que les Mauritaniens le sachent, le comprennent, et puis aussi l'intègrent dans leur subconscient, parce que c'est important. Il ne faudra pas qu'il y ait une communauté qui ait peur que les autres langues soient enseignées. Bien au contraire, parce que ça va renforcer la nation et ça va en faire une nation forte, dynamique et qui va vers le progrès. Parce que s'il y a des opprimés ou des gens qui se sentent abandonnés ou bien autres, ça veut dire qu'ils vont se dire qu'on n'a rien à perdre et puis tout peut arriver. Tout peut arriver et ça, on ne veut pas en arriver là. On veut une Mauritanie unie, une Mauritanie dynamique, une Mauritanie prospère. Et ça, avec l'école aussi, on peut y arriver. Parce que l'école, c'est le début justement de la citoyenneté. La citoyenneté commence par l'école. Si les enfants, déjà dès le bas âge, comprennent qu'ils sont choyés, qu'ils sont aimés et qu'on leur ouvre les portes, là, il n'y aura pas de problème dans l'avenir. Ça, c'est ma vision des choses. Vous avez parlé de comment régler le passif humanitaire. Le passif humanitaire, le régler, ça veut dire qu'il faudra s'asseoir autour d'une table. À l'instar de ce qui s'est passé au Rwanda, en Afrique du Sud et même au Maroc. Vous comprenez? Il ne faudra pas qu'il y ait des toisements. Il ne faudra pas qu'il y ait des gens qui se sentent acculés ou qui se disent marginalisés par d'autres. Donc le règlement de ce passif humanitaire, il faudra que tous soient autour d'une table et puis qu'on dise qu'on est résolu à résoudre ce problème. De cette résolution dépendra l'avenir de la Mauritanie. Parce que si ce problème continue à perdurer, il faudra savoir qu'il y a anguille sous roche et puis tôt ou tard, on ne pourra pas mesurer l'ampleur de cette déflagration qui pourrait arriver. Et ça, on ne veut pas en arriver là. Donc, la résolution de ce problème, il faudra que les veuves soient consultées. Il faudra que aussi ceux qui sont indexés, eux aussi, soient approchés pour leur dire qu'il n'y aura pas de revanche. On n'a pas l'esprit de revanche. On peut pardonner, mais on n'oublie pas. On pardonne, mais on n'oublie pas. Ça veut dire aussi que dans l'histoire de la Mauritanie, ce sera enseigné qu'il y a eu des événements en Mauritanie où des populations ont été massacrées. Ça, c'est bon à savoir, parce que ça essaie de laver l'esprit pour qu'il y ait un esprit sain. Mais quand on cache des choses, c'est toujours mauvais. Donc ça, il faudra le faire dans les livres d'histoire, l'enseigner dans les livres d'histoire, et puis faire des lieux de mémoire en Mauritanie, et puis reconnaître aussi les lieux où les massacres se sont faits pour essayer de cartographier justement ces lieux pour en faire des lieux de mémoire. Ça, je crois que c'est important. Et puis, quand on parle du passif humanitaire, il faudra une indemnisation correcte. Une indemnisation correcte de ceux qui ont subi. Ce n'est pas des indemnisations, par exemple, qui sont dérisoires, mais des indemnisations calculées correctement et puis au fur et à mesure des années. Parce qu'il y a des veuves, il y a des enfants, et puis il y a aussi par exemple, des enfants qui ont perdu tous les 2 parents. Donc ça, il faudra que ces orphelins aussi soient pris en compte, soit d'ailleurs, maintenant ils sont grands, parce que si c'est depuis plus de 30 ans, ils sont déjà majeurs, ils sont mariés, ils sont pères et grands-pères. Donc tout ça, ça devrait être calculé au prorata justement de ces pertes, et puis au prorata des années. Au prorata des années, ça veut dire que plus les années passent, plus les indemnisations seront importantes. Parce que les familles ont souffert, beaucoup de familles sont dans la pauvreté totale, et ça, il faudra le reconnaître. Et ceux qui ont été déportés par notre gouvernement, qui sont à l'extérieur, que ce soit au Mali et au Sénégal, doivent revenir dans leur terroir. Ils doivent être indemnisés eux aussi. Ça veut dire qu'ils doivent être indemnisés. Le gouvernement peut en assumer la charge, le gouvernement doit reconnaître ça, et le gouvernement doit s'excuser auprès de son peuple, de sa nation, des fautes commises. Parce que l'État, c'est une continuité. Même si celui qui l'avait fait n'est pas là, mais ceux qui suivent doivent en assumer la charge. Ils doivent demander pardon à la nation mauritanienne et demander pardon, d'ailleurs,
au monde entier, parce que commettre ce genre de crimes, c'est abominable. C'est abominable. Nous pouvons pardonner, mais nous ne pouvons pas oublier. Ça veut dire l'oubli n'existe pas. Il faudra que ce soit enseigné pour que les Mauritaniens se souviennent, comme d'autres peuples se souviennent. Il faudra que les Mauritaniens se souviennent qu'il fut un temps dans notre pays, il y a eu des choses qui sont passées. Mais on a oublié maintenant, on a pardonné, mais on n'a pas oublié. Ça veut dire que ça doit être inscrit dans les livres d'histoire. Ça, c'est bon pour l'esprit. C'est bon pour l'esprit. Et ça, toutes les communautés, je crois, ensemble, on peut le faire, parce que nous sommes tous métis ici. La Mauritanie, c'est un pays métis. Qu'on le veuille ou non, il n'y a pas de Mauritanien qui puisse dire qu'il n'est pas métis. Ça n'existe pas. Ma vie, il n'y en a pas. Ah oui, il n'y en a pas. Tout le monde est métis ici. Donc c'est un pays qui doit être fort. Un pays, plus il est métissé, plus il est fort. Plus il est métissé, plus il est fort. Les nations qui se disent propres ou bien seulement qu'il n'y a qu'une seule ethnie, c'est des nations faibles. C'est des nations faibles. Nous avons la chance d'être au milieu de l'Afrique, ça veut dire au cœur de l'Afrique. Nous sommes entre la jonction entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne. C'est ça qui fait notre force. D'ailleurs, ça n'a pas été exploité depuis 63 ans. On n'a rien fait de ce pays pour qu'il devienne justement la nation qu'elle devait être. Oui, ça c'est dommage. Et nous sommes résolus, engagés justement à faire émerger la Mauritanie, à ce que la Mauritanie devienne ce qu'elle devait être et ce qu'elle sera. Voilà, je vous remercie. Oui, bon, la dernière question que vous avez posée, c'était sur le terrorisme. La configuration sous-régionale, absolument. Depuis plus de, je crois que c'est depuis 2012, depuis les derniers attentats qui sont passés dans le nord de la Mauritanie vit pratiquement dans une sérénité. Ça, nous devons remercier justement les forces de sécurité de la Mauritanie qui font du bon travail, disons-le, qui font du bon travail, qui sécurisent nos frontières. Et puis ça, c'est important dans une nation, la sécurité des frontières. Et on a vu qu'autour de nous, à l'est de la Mauritanie, il y a des terreaux. Ces terreaux sont difficiles à combattre. Ça veut dire, disons-le, au Mali voisin. Donc, pour ce faire, la Mauritanie a besoin justement de renforcer ses capacités militaires, son renseignement et puis sa vigilance. Et pour ce faire, je veux encore rebondir pour dire que la Mauritanie doit avoir une armée multiethnique. Voilà, parce que dans le cadre actuel, pour qu'une armée soit une armée républicaine, il faudra que toutes les composantes de la nation y figurent. Parce que sans ça, l'armée deviendra toujours faible. Toujours faible. Ça, je vous le garantis. Il faudra que l'armée mauritanienne devienne une armée république comme on l'a connue dans les années 60, 70 et 80. Ça veut dire où tout le monde s'y retrouve. Tout le monde s'y retrouve. À l'heure actuelle, ce n'est pas le cas. Très peu de Mauritaniens s'y retrouvent. Ça veut dire que quand on regarde dans la presse internationale, croyez-moi, ce que je dis là, ce n'est pas seulement ma vision des choses, mais même ailleurs, c'est ce qui se dit. Donc il faudra qu'on évite ces écueils pour que la Mauritanie ait une armée républicaine. Ça veut dire que toutes les composantes de la nation mauritanienne devraient se retrouver dans cette armée pour qu'elle puisse combattre efficacement. À l'heure actuelle, il y a du matériel qui monte en puissance. Mais pour qu'elle devienne républicaine, il faudra qu'il y ait suffisamment de Soninké, suffisamment de Maure, suffisamment de Haratin, suffisamment de Peul, suffisamment de Wolof. Comme ça, personne ne sera brimé et elle combattra plus efficacement. Mais quand il n'y a qu'une seule ethnie qui est là-dedans, ça veut dire que cette armée manque justement de vigilance vis-à-vis des autres communautés et ça, c'est très dangereux. Donc cette quiétude que nous observons dans notre pays, c'est à saluer, à renforcer. Parce que aussi dans le nord de l'Afrique, il faudra savoir qu'il y a quand même des choses qui bougent. Donc ces choses qui bougent, il faudra que la Mauritanie soit vigilante là-dessus. C'est des armées qui sont puissantes. Elles sont beaucoup plus puissantes que la nôtre. Que ce soit le Maroc, le Royaume chérifien, ou bien l'Algérie qui possède la deuxième armée d'Afrique, après l'Égypte. Donc ça, il faudra que les Mauritaniens soient vigilants là-dessus pour que, déjà avec nos voisins, que nous ayons des rapports sains.
Les rapports sains avec nos voisins, le voisinage proche, c'est très important. Donc avec tous nos voisins, nous devons avoir des rapports sains, des rapports amicaux, des rapports de confiance. Donc c'est ça qui va faire de sorte à ce que justement la Mauritanie puisse toujours être dans un havre de paix militairement, bien que socialement, il y a des choses qui manquent. Et il faudra le souligner avec beaucoup de prospective. Ce que nous voyons avec l'arrivée du gaz et du pétrole, le terrorisme est là. Le terrorisme est là, les trafiquants sont là, et puis il y a les lobbies gaziers et pétroliers qui sont là. Quand il y a les lobbies gaziers et pétroliers aussi, il faudra le souligner, c'est une zone d'instabilité. Ça, je vous le dis en tant qu'économiste, en tant que visionnaire dans l'intelligence économique, parce que nous nous projetons loin. Donc, les lobbies pétroliers, là où ils se trouvent, il faudra savoir qu'il faudra une attention particulière pour qu'il n'y ait pas d'instabilité. Donc ça, il faudra que la Mauritanie soit très vigilante là-dessus, parce que sans ça, on aura beaucoup de soucis à se faire. Oui. Merci beaucoup. Je m'appelle Ali Arnès, je suis avec Infocus. J'ai deux questions. La première rejoint celle de mon confrère Sec. C'est comment comptez-vous aborder les défis liés à l'éducation, à la santé, à l'accès aux services de base dans le pays. La deuxième question, vous avez tout à l'heure parlé, vous avez un langage inclusif, vous avez parlé de Mauritaniens et de Mauritaniennes. J'aimerais savoir comment vous allez aborder la question des violences faites aux femmes dans le pays, où jusqu'à présent, il n'y a aucun texte de loi qui décrit le viol. La dernière question, vous vous présentez comme étant un économiste. J'aimerais savoir quelle est votre vision de développement économique pour le pays et particulièrement pour les jeunes qui se mettent vraiment vers les États-Unis. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ce sont des questions très intéressantes. Et puis, vous avez parlé des infrastructures. J'en avais parlé un peu en arabe. J'avais dit Beniyat al-Tahtiyatan al-Asasiyya. Ça veut dire les infrastructures de base. Voilà. Les infrastructures de base, c'est toutes les infrastructures en fait. Qu'elles soient sanitaires, qu'elles soient les infrastructures routières, ferroviaires, aéroportuaires. Ça, justement, dans notre programme, justement, ça figure en très bonne place. Pourquoi? Parce que sans les infrastructures, point de développement. Oui. Et on a vu que les infrastructures sanitaires sont très défaillantes chez nous en Mauritanie. Et les hôpitaux sont défaillants. Aussi le corps médical est défaillant. Tout ça, nous arriverons, nous avons un programme bien défini pour dire que les hôpitaux, il y en aura dans toutes les régions et dans tous les départements. Et puis les centres de santé ne seront plus éloignés de plus de 7 km. De 7 km, pour que les gens puissent se déplacer et venir justement se soigner. Surtout, il faudra penser aussi aux femmes qui sont enceintes, qui font des déplacements, parfois très loin, et puis parfois elles meurent en couche. Il y a beaucoup de femmes en Mauritanie qui meurent en couche, et ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Ça, il faudra qu'on veille là-dessus. En tout cas, nous avons une loi programmatique là-dessus. Vous comprenez? Donc, les infrastructures portuaires, les ports mauritaniens, nous en avons 4. Hein. Nous en avons 4. Il faudra renforcer justement ces capacités. Ces capacités, en construire encore 2 autres. Nous voulons avoir à peu près 6 ports en Mauritanie. Parce que nous avons 700 km de côte quand même. 700 km de côte, ce n'est pas négligeable. Et donc ces infrastructures, nous allons en faire profiter justement les pays voisins, surtout les pays de l'Est de l'Afrique. Ça veut dire le Mali, les autres pays. Il y a un programme qui est sorti récemment qui a été demandé par le royaume chérifien. Ça veut dire la construction d'un canal qui va de l'Atlantique jusqu'au Tchad. Je crois que vous en avez entendu parler. S'il vous plaît, derrière. Je crois que vous en avez entendu parler. Bon, moi, j'y réfléchis depuis plus de 15 ans.
J'y réfléchis depuis plus de 15 ans. Ce programme qui a été dit depuis plus de 15 ans, j'ai dit que c'est à la Mauritanie de le faire. C'est à la Mauritanie de le faire. Et ça, j'ai des plans bien établis là-dessus pour que ça aille pas seulement jusqu'au Tchad, mais ça aille jusqu'au Soudan. Ça aille jusqu'au Soudan. Et puis, c'est faisable. Il faudra des investissements. Les investissements, nous pouvons les recevoir. Nous pouvons déjà commencer par nous et puis chercher des investissements étrangers. Certains étrangers n'attendent que ça. Comprenez? Donc c'est faisable. Nous pouvons le faire et puis c'est à la Mauritanie de le faire. Et moi, je suis sans embâche là-dessus. J'y réfléchis depuis plus de 15 ans. C'est sorti tout dernièrement par le Royaume chérifien. Il y a 2 mois, je crois que c'était au mois de décembre. Ils en ont parlé, le ministre des Affaires étrangères. Nous, c'est nous qui devons le faire parce que c'est nous qui avons accès justement à ces possibilités-là. Le Maroc n'a pas accès à cette possibilité. Parce que le Maroc, pour qu'il le fasse, il faudra qu'il traverse la Mauritanie. Donc ça, il faudra se poser la question. Voilà. Donc la Mauritanie doit le faire. C'est à la Mauritanie de le faire. Voilà. Et puis donc, les infrastructures aussi ferroviaires. C'est un pays qui n'a pas de chemin de fer, sauf de Zouérat jusqu'à Nouadhibou. Alors que nous voyageons beaucoup et puis nous voulons avoir des relations interafricaines, que ce soit des trains qui quittent ici pour aller en Algérie, qui vont au Maroc, qui vont au Mali, qui vont un peu partout en Afrique, qui vont au Sénégal et qui continuent déjà à l'intérieur de la Mauritanie. Et puis c'est faisable. Nous avons un terrain propice pour ça. Hein? Et puis on n'a jamais pensé à ça. Les infrastructures routières, elles sont défaillantes en Mauritanie. Regardez déjà dans notre capitale, regardez, des projets de moins de 2 km qui durent pendant 3 ans. Des projets de moins de 2 km qui durent pendant 3 ans. Mais ça veut dire qu'il y a une gabegie. Ça veut dire que c'est des projets qui ne fonctionnent pas. Ça, il faudra combattre cela fermement et puis il faudra être... il faudra le dire. Et puis ceux qui ne peuvent pas diriger un pays, ou bien qui n'ont pas l'intention, il faudra qu'ils le disent carrément, parce que nous avons l'intention de faire bouger la Mauritanie. Il faudra que la Mauritanie bouge, il faudra que la Mauritanie se développe, et puis il faudra que la Mauritanie soit dans le concert des nations, comme toutes les autres nations. Hein? Mais pas à la traîne. Avec toutes les capacités que nous avons, nous ne pouvons pas être à la traîne. Nous ne l'acceptons pas. Le peuple mauritanien ne va plus l'accepter. Ma vision économique, ça veut dire la violence faite aux femmes. La violence faite aux femmes, c'est pas seulement en Mauritanie. C'est pas seulement en Mauritanie. C'est pas seulement en Mauritanie. Et puis vous voyez, d'ailleurs, moi je me dis que les femmes mauritaniennes sont des femmes libres. Nos femmes sont des femmes libres. Mais il n'en demeure pas moins qu'effectivement, il y a beaucoup de violences faites aux femmes. Ça, nous allons le combattre parce que la femme, c'est le moteur du développement. Ça, il faudra... Moi, je l'ai toujours dit. Hein. Pourquoi? Parce que j'ai déjà travaillé ici au ministère de la Condition féminine. J'ai travaillé sur ces dossiers. Je connais bien ces dossiers. La femme, et puis dans mes interventions dans l'international, j'ai toujours favorisé la femme. Hein. J'ai toujours souligné le rôle de la femme dans mon pays et en Afrique. Parce que sans les femmes, point de développement en Afrique. Sans les femmes, point de développement. Ah oui, ça c'est la réalité, c'est ma conviction. Et puis les femmes mauritaniennes sont des femmes braves, elles sont laborieuses, elles travaillent. C'est elles qui aident les foyers justement à résister. Sans les femmes, les foyers allaient encore être plus bas. Ça c'est la réalité des choses. Hein. Je le reconnais et puis je dis bravo aux femmes, continuez, nous vous soutiendrons, nous vous aiderons. Voilà. Donc, ces violences, on va les combattre par des lois, fermement par des lois. Parce que quand une femme et un homme se marient, c'est par amour. C'est par amour, mais il faudra aussi, c'est un contrat social. Il ne faudra pas, après, quand il y a des mésententes, que ce soit des bastonnades, des tabassages ou des humiliations. Ça ne devrait pas exister. On peut se séparer dans de bonnes conditions, dans de très bonnes conditions. Voilà, c'est ce qu'on va souhaiter, c'est ce qu'on va faire dans les législations pour que dans les esprits, que tout le monde sache que la femme est l'égale de l'homme. La femme, c'est l'égal de l'homme. Nous sommes musulmans, nous respectons les préceptes de l'islam, et puis la femme dans l'islam est très respectée.
Voilà, donc ça, il faudra que tout le monde le sache. Hein. On ne va pas accepter que des humiliations se fassent à longueur de journée, un peu partout. Il y aura en tout cas des lois qui vont protéger la femme, pour que la femme puisse se sentir mauritanienne, puisse se sentir valorisée et qu'elle occupe aussi des fonctions nobles comme les hommes. Parce que la femme a droit à acquérir aussi toutes les fonctions que l'homme se prévaut. Voilà, donc ça, c'est l'une des choses sur lesquelles on va tenir. C'est un engagement et c'est ma conviction ferme. Je l'ai toujours soutenu à l'international et dans mon pays, je continuerai à le soutenir aussi. Voilà. Immigration. Oui, bon, oui, pour l'immigration, effectivement, voilà. Donc, vous voyez maintenant les délégations européennes qui sont venues ici. Tout le monde en parle, hein, et pas seulement ici, en Europe aussi on en parle, en Amérique on en parle. Nous ne devons pas être justement le gendarme de l'Europe. Là, on ne doit pas être le gendarme de l'Europe. Ce qu'ils ne peuvent pas faire chez eux, ils n'ont pas à nous dire de le faire chez nous. On n'a pas à le faire chez nous. Ils n'ont qu'à régler leurs problèmes chez eux. Ils n'ont qu'à régler leurs problèmes chez eux. L'immigration, quand les jeunes viennent là-bas, ils n'ont qu'à régler. Nous, on doit garder nos frontières, on doit sécuriser nos frontières. Parce que quand on commence à rentrer dans ces choses-là, il faudra savoir que le terrorisme va exploser ici. Ça, je vous le dis. Ça, c'est une constante. Hein. Ça, il faut que les Mauritaniens le sachent. On n'a pas à rentrer dans ces problèmes-là pour essayer d'être des gendarmes de l'Europe. Non, 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 non. On ne peut pas. Les États-Unis ne peuvent même pas garder leurs frontières. C'est la première puissance mondiale. Ils ne peuvent pas garder leurs frontières. Nous qui sommes un petit pays, avec 5 millions d'habitants, est-ce qu'on peut garder les flux qui vont venir? On ne peut pas. On ne peut pas. On ne doit pas rentrer dans ces choses-là. Voilà, cause pour laquelle dans notre politique économique, la jeunesse, comme je l'avais dit, la jeunesse et les femmes seront prioritaires. La jeunesse mauritanienne ne sortira plus jamais de la Mauritanie parce que nous allons faire de sorte à ce qu'il y ait tout ce qu'il faut chez nous. Des industries de transformation, que ce soit par exemple dans l'halieutique, des industries de transformation dans la sidérurgie et dans la métallurgie. Nous avons des mines de fer, nous avons des mines de cuivre, nous avons de l'or. Aucune industrie de transformation n'est faite. Les industries de transformation seront faites sur place. À Zouairat, il y aura la sidérurgie qui sera faite là-bas. Vers Tazias, il y aura des industries métallurgiques. Et puis aussi ici à Agjust, vous comprenez? Donc l'halieutique, les industries de transformation du poisson seront faites à partir de Nouadhibou. Cette zone-là, de Nouadhibou à Ndiago, il y aura des industries de transformation. Il n'est pas normal qu'un pays qui a cette capacité halieutique n'arrive pas à faire vivre sa population en poisson. Quand vous êtes à l'étranger, vous dites que vous êtes mauritanien, on vous dit « Ah, le pays des poissons ». Le pays des poissons, mais nous ne voyons aucun poisson ici. Nous ne voyons aucun poisson. Vous comprenez? Et ça, on va faire un holà là-dessus. Ça veut dire les industries, on va faire des contrats. Les contrats qui ont été établis avec justement certaines nations, juridiquement parlant, quand on fait un contrat, on peut le défaire. Tout contrat peut être défait. On va réviser les contrats pour faire avantager la Mauritanie. Les industries de transformation seront faites sur place et on va exporter. Ça, c'est un fait. Et puis, on va l'appliquer parce que ce n'est pas normal qu'aucun travail n'est fait ici. Voilà. Donc, et puis, concernant, par exemple, les industries futures gazières et pétrolières aussi, on va faire des industries de transformation ici sur place. Ah oui? Concernant la pêche, concernant l'élevage, nous avons un cheptel très important en Mauritanie. Dans les deux Hauts, dans le Haut El Gharbi et Charqi, on va faire de sorte à ce que des industries de transformation soient faites sur place. On en avait dans les années 70, c'était à Kaïdi. Il y avait une usine. On exportait de la viande vers l'Arabie Saoudite et vers la Grèce. Mais après, l'usine est fermée. Et puis toutes les pots que nous avons ici en Mauritanie, qu'est-ce qu'on a fait? Rien du tout. Voyez, regardez maintenant l'Éthiopie. Qu'est-ce qu'elle fait avec ses pots? Une industrie florissante. Vous comprenez? Nous pouvons faire la même chose ici en Mauritanie. Nous pouvons faire la même chose en Mauritanie. Il suffit qu'il y ait de la volonté politique. C'est ce qui manque dans notre pays.
et puis de vision prospective pour la Mauritanie pour demain. Pas seulement pour nous, mais pour demain, après-demain, 50 ans, 100 ans. Oui, mais il faudra se projeter dans la vie, même si on sait que la vie est courte, il faudra toujours se projeter pour les générations futures. C'est ce que nous ne faisons pas ici. C'est ce que nous ne faisons pas. Et ça, nous allons combattre ça fermement. Nous allons y arriver. Moi, j'en suis convaincu parce qu'il y a des lois qui sont là, déjà faites, et puis nous avons une vision claire là-dessus. La jeunesse, justement. La jeunesse, il faudra qu'elle soit au cœur. Parce que la jeunesse mauritanienne, vous avez vu ces derniers temps, passer par le Nicaragua, partir aux États-Unis, beaucoup d'entre eux, on les fait revenir. Quand ils vont, ils dépensent à peu près 5 000 euros. 5 000 ou bien 7 000 euros. Ça veut dire que c'est beaucoup d'argent. Avec cet argent, ils auraient pu créer un commerce ici. Ils auraient pu créer un commerce. Partir jusque là-bas, vendre tous ces biens, et puis on te rapatrie. Tu reviens, tu recommences à zéro. Et puis tu fatigues ta famille d'ailleurs. Tu fatigues ta famille. Et ça, je crois que si on a justement les politiques qu'il faut, les gens arriveront à comprendre notre démarche. Bon, pour l'agriculture, justement, donc ça c'est sur les problèmes économiques, l'agriculture, c'est un fond, c'est des questions, l'agriculture et l'élevage, c'est des questions qui sont fondamentales en Mauritanie parce que tout le monde en parle. Et c'est des questions à tension. Voilà. Donc, vous savez, beaucoup de Mauritaniens ne connaissent pas bien la géographie de notre pays. Beaucoup de Mauritaniens ne le savent pas, mais on se focalise toujours sur le sud. Sur le sud, il y a le problème domanial, effectivement, mais il faudra savoir aussi la sociologie, justement, de cette agriculture du sud. La sociologie de cette agriculture du sud, c'est une agriculture communautaire. C'est une agriculture communautaire parce que ça n'appartient pas à un seul individu, ça appartient à des familles. Aucun ne peut dire que ça c'est ma terre à moi seul, parce que c'est une famille entière ou des familles entières qui sont réunies à qui ça appartient cette terre. Donc il faudra essayer que l'État, moi en tout cas j'ai la conviction, que l'État résolve ces problèmes d'une manière normale, sans léser justement les propriétaires terriens, et puis qu'il y ait une possibilité justement, qu'il y ait une possibilité que ce soit le public et le privé qui se combinent pour pouvoir aider justement ces agriculteurs pour essayer de sortir de l'ornière. Parce que l'État, jusqu'à présent, n'a pas donné les moyens qu'il faut à cette agriculture pour qu'elle se développe. L'État n'a pas donné les moyens. Et pour l'agriculture, pour qu'elle se développe, pour qu'on puisse faire nourrir notre population, il faudra des moyens. Les moyens, on va les donner nous. On va donner ces moyens, et puis que tous les Mauritaniens à qui, par exemple, à qui appartiennent ces terres, on va leur dire qu'on a besoin justement du travail de ces terres. Le travail de ces terres va nécessiter des financements. On va mettre la main à la pâte pour que ces financements se réalisent, mais il faudra que les terres soient cultivées, parce qu'on en a besoin pour une autosuffisance alimentaire. L'élevage, qui est dans l'Est mauritanien particulièrement, principalement, on va aider à ce qu'il y ait des industries de transformation, que ce soit pour les peaux, que ce soit par exemple pour la viande, et puis que ce soit pour le lait. Parce qu'il n'est pas normal qu'en Mauritanie, qu'on importe du lait. L'écrasante majorité des produits laitiers ici sont des produits importés, alors que nous avons l'un des plus grands cheptels en Afrique. Ce n'est pas normal. Donc ça, c'est des problèmes qui seront résolus. On va aider massivement justement les éleveurs de l'Est mauritanien à ce qu'ils puissent réaliser justement ces questions, à ce qu'ils puissent réaliser ces questions, et puis qu'on soit convaincu qu'il y ait aussi, par exemple, l'agriculture et l'élevage dans l'Est mauritanien et l'agriculture et l'élevage dans le Sud aussi, mais en donnant des moyens à ces agriculteurs et à ces éleveurs. Il faudra des moyens. Les moyens, la Mauritanie les a parce qu'on a gaspillé beaucoup de moyens. Beaucoup de moyens ont été gaspillés maladroitement avec des projets fallacieux. Ces projets doivent être abandonnés, et puis ceux qui sont à l'origine justement de ces projets qui ont manqué d'envergure, il faudra qu'on leur dise la réalité. Il faudra soit que les projets continuent à être réalisés, soit par exemple qu'ils remboursent justement ces montants qui ont été dilapidés. Il faudra un remboursement parce qu'on ne peut pas laisser faire des gens qui disent qu'ils sont entrepreneurs et qu'ils veulent travailler pour le pays alors que ces projets ne sont pas réalisés. Nous avons des projets pour la Mauritanie. Les entrepreneurs mauritaniens sont des entrepreneurs dynamiques.
sont des entrepreneurs dynamiques. Nous allons les aider à ce qu'ils puissent se projeter en Afrique. Pas seulement parce que le marché mauritanien, c'est un marché très étroit. 5 millions d'habitants, c'est très étroit pour un développement. Donc nous allons les aider à se projeter en Afrique. Nous en avons les capacités parce que les entrepreneurs mauritaniens sont de bons entrepreneurs. Voyez-vous, par exemple, aller en Angola ou bien au Congo. Les entrepreneurs mauritaniens sont des entrepreneurs bien vus là-bas, que ce soit dans le domaine financier, que ce soit dans le domaine des industries. Donc on va les aider. Ça, il faudra qu'ils le sachent pour qu'ils se projettent en Afrique et puis qu'ils donnent leur expertise. Dans le domaine aussi minier, nous allons faire des démarches pour que l'expertise mauritanienne soit valorisée à l'international, en Afrique particulièrement, parce que depuis 1974-1975, la SNIM fonctionne correctement. D'ailleurs, l'État en a pris beaucoup, sinon elle aurait pu être beaucoup plus performante. Donc tout ça doit être revu pour que l'expertise mauritanienne dans le domaine minier aussi soit vue en Afrique et puis qu'on prenne des parts de marché dans les mines des autres pays, que ce soit par exemple en Angola, au Mozambique, en Guinée. La Mauritanie en a les capacités avec cette expertise. Donc tout ça, ça doit être revu et puis qu'on aide nos entrepreneurs. Donc ça, moi j'en suis convaincu, les entrepreneurs seront aidés pour qu'ils puissent se projeter en Afrique. Il y aura d'autres... Oui, bon. Donc, ici, il y a une question subsidiaire qui vient sur le problème des salaires. Le problème des salaires dans la fonction publique, c'est effectivement vrai. C'est des salaires qui sont à revoir. Ce sont des salaires qui sont à revoir parce qu'on ne peut pas se permettre d'être salarié ou bien, par exemple, d'être un médecin, d'être un ingénieur, mais qu'on se retrouve dans la dèche. Ce n'est pas normal. Ou bien un enseignant, quel que soit d'ailleurs le travail, le salaire devrait être correct. Et puis ces salaires seront revus à la hausse avec justement ces capacités financières qui vont entrer en jeu avec l'arrivée du gaz et du pétrole. Mais déjà avec ce que nous avons comme potentialité déjà existante, que ce soit l'halieutique et puis les mines, nous avons la possibilité de réguler et puis de faire monter en puissance les salaires dans la fonction publique. Les salaires dans le privé dépendent justement du secteur, que ce soit le secteur bancaire, les salaires sont corrects, mais il ne faudra pas aussi que les salaires soient disproportionnés. Ça, il faudra qu'il y ait un plafonnage des salaires. C'est important de le savoir parce que sinon, ceux qui sont dans le public et dans le privé vont dire qu'il y a des distorsions et puis beaucoup de cadres qui sont compétents dans le public vont chercher à se dégager pour aller dans le privé. Et ça, ce n'est pas à souhaiter parce que le secteur public doit fonctionner correctement et ce n'est pas le cas à l'heure actuelle. D'ailleurs, je reviens sur la question qui a été posée pour justement le secteur sanitaire. Moi, j'ai une idée ferme là-dessus. Pour le secteur sanitaire, quand nous arriverons au pouvoir, on dira aux médecins, aux infirmiers et autres qui travaillent dans le secteur, ils n'ont qu'à choisir où est-ce qu'ils veulent être, soit dans le privé ou dans le public. Oui, parce qu'on voit, c'est une mauvaise combine, on voit que beaucoup qui travaillent dans le public, quand ils ont des patients, ils les orientent dans le privé. Et ça, on sait que la majeure partie de la population vit dans la précarité. Et ça veut dire que c'est des extorsions de fonds. Vous obligez l'individu à quitter le public où c'est presque gratuit pour aller dans le privé pour être payé grassement. On va leur dire de choisir. Si vous voulez être dans le public ou rester dans le public, on va vous payer normalement, mais vous ferez un travail correct pour le bien des Mauritaniens. Si vous voulez aller dans le privé, vous serez dans le privé. Ça, il faudra que les choses soient claires. Et puis, nos hôpitaux seront performants. On va faire de sorte à ce que les hôpitaux soient équipés correctement pour que les Mauritaniens n'aient plus envie d'aller se faire soigner à l'étranger. Les autres pays qui le font, que ce soit le Maroc ou bien la Tunisie ou autre, même s'ils ont aussi certains d'entre eux vont se soigner à l'étranger, mais la majeure partie de leur nation ou de leur peuple se soigne chez eux. Nous ferons de sorte à ce que les Mauritaniens se traitent correctement chez eux, qu'on les traite ici avec des appareillages corrects, avec des médecins qui sont bien formés, des infirmiers, des infirmières, des sages-femmes qui sont bien formés. Et puis, les salaires suivront.
C'est ce que nous allons faire, Inch'Allah Ta'ala. On va le réaliser parce que c'est faisable. C'est faisable. Donc moi, je ne vais pas transiger là-dessus. Tous les Mauritaniens se soigneront ici gratuitement. Il y aura une gratuité des soins. Gratuité des soins. Parce que ce n'est pas normal que les Mauritaniens ne puissent pas se soigner. Bien. Allez-y. أنا بسولهم عن شنو سياسته التعامل مع العبودية والمخلفات. Quelle est votre position? Comment vous allez vous comporter par rapport à la question de l'esclavage à son terme? Oui, mais le problème de l'esclavage, effectivement, c'est un problème qui existe. C'est un problème. Bon, il y a cette problématique a été dite par beaucoup de Mauritaniens. C'est un problème délicat, mais la résolution peut se faire. Pourquoi je dis elle peut se faire? Ça veut dire qu'il faudra s'asseoir, comme pour le passif humanitaire, il faut s'asseoir autour d'une table. Ceux qui se disent haratines ou esclaves, et ceux qui se disent, par exemple, ceux qui sont là pour dire que ces esclaves leur appartiennent. Ça, c'est des questions qui ont possibilité d'être résolues. La résolution se fera par un dédommagement correctement fait. Parce qu'il n'est pas normal qu'au XXIe siècle, qu'on indexe toujours la Mauritanie comme étant un pays esclavagiste. Bon, n'importe lequel, que ce soit un Bidan ou bien un Peul ou bien un Soninké, un Haratin ou un Wolof ou un Soninké, quand on dit Mauritanien, c'est tout le monde qui est compris dans le truc. On va dire que vous êtes des esclavagistes tous. On va dire que vous êtes tous des esclavagistes. Donc c'est un pays d'esclavagistes, et puis voilà. Donc ça, là où on le dit, ces questions, quand elles sont posées, moi, à mon humble avis, je suis toujours mal à l'aise. Ah oui, je suis mal à l'aise, je suis mauritanien. Quand on indexe ton pays, même si tu as des problèmes avec ton gouvernement, tu es mal à l'aise. Hein, vous comprenez? Donc ces problèmes seront résolus définitivement. Les gens qui se sentent esclaves ou qui ont été mis sous l'esclavage seront dédommagés. Dédommagés correctement. Correctement, je dis, ce n'est pas par des centaines de milliers de guillemets autres, ce seront des gens qui seront dédommagés correctement et puis ils auront des accès gratuits, par exemple, pour les logements sociaux. Ils auront des accès gratuits pendant des années pour l'électricité, les soins, ce sera gratuit pour tous les Mauritaniens, pour leur montrer que l'État, la nation mauritanienne leur demande pardon. Parce que ça, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'on prenne des gens, qu'on les assujette et puis qu'on leur dise que voilà, vous n'êtes bon à rien. Alors que c'est des gens qui sont là, c'est des Mauritaniens. Depuis toujours, ils ont été Mauritaniens. Donc, cause pour laquelle je vous ai dit qu'il faudra que nous sachions notre histoire. Si nous connaissons notre histoire, nous allons être fiers de notre histoire parce que notre histoire remonte à très loin. Vous comprenez? Tous les Mauritaniens confondus. Quand on connaît notre histoire, après, les choses s'aplatissent. Les choses deviennent moins virulentes. Tous les Mauritaniens savent qu'ils sont parents, qu'ils sont métissés. Donc tout ça, il faudra tirer là-dessus des leçons pour leur dire que les tiraillements par-ci, les tiraillements linguistiques par-là, ou bien sur les terres, tout ça, ça peut être résolu. Il faut une volonté politique. Et nous avons cette volonté politique pour résoudre ces problèmes qui sévissent dans notre pays. Et puis nous le résoudrons correctement, bien, et puis sans qu'il n'y ait des gens qui soient laissés de côté. Sur la lutte contre la gabegie, par rapport à cette question, qu'est-ce que vous envisagez de faire? Oui, la gabegie, comme je l'ai dit, ou bien la corruption, ce n'est pas seulement typiquement mauritanien. Hein. Ça sévit un peu partout. La gabegie, effectivement, il faudra la combattre. La combattre par des lois. Vous savez, le droit, quand il est bien appliqué, il sert réellement l'État. Quand il est bien appliqué, il sert l'État. Mais quand il y a des lois qui ne sont pas appliquées, l'État est défaillant. L'État est défaillant. Donc cette gabegie, il faudra essayer de l'analyser. La Cour des comptes a indexé beaucoup. Il faudra aller beaucoup plus loin pour essayer de mettre le doigt sur justement cette problématique, pour essayer de la résoudre correctement. Comment? Il faudra poursuivre.
tous ceux qui sont impliqués dans la gabegie seront poursuivis. Il faudra les poursuivre correctement et puis avec des preuves à l'appui. Il ne faudra pas dire que, par exemple, il y a tel gabegie ou autre sans qu'il n'y ait des preuves. Il faudra, dans le droit, il faudra toujours qu'il y ait des preuves. Je crois que la Cour des comptes et puis les autres organes de contrôle d'État en ont les moyens, si on leur donne justement ces capacités, pour poursuivre et pour montrer preuve à l'appui que les choses ont été menées correctement pour que cette poursuite soit effective. Mais là où il y a gabegie, il faudra savoir qu'il y a un manque à gagner pour le développement. Et ce développement, nous en avons besoin. La Mauritanie en a les capacités de lutter contre cette gabegie. Il faudra des hommes intègres. Il y a des hommes intègres dans ce pays, beaucoup d'ailleurs, beaucoup. Il faudra les solliciter, mais pas prendre les mêmes et puis recommencer. C'est justement ça qu'il faudra éviter. Si on sait que tu es impliqué dans une gabegie ou bien dans une corruption, on te met de côté pour très longtemps. Très longtemps. Ce n'est pas qu'on te laisse pendant quelques mois et puis qu'on te reprenne sur un autre poste. Ça, il faudra que tout le monde le sache. Ce sera avec fermeté, avec détermination et puis avec célérité. Merci, M. Kam. Adjara Maïsi Komin Tabou Sel, Direkam Tchalon de Famille Pose Populaire. Quasi beaucoup, Apani Madame, c'était une Indema. Amu Samu Djokola. Tawi amno amal leñol ɓe amal leñol bannaɓe nasib tolgol toksol ko kalɗa ko haalanma adan ko waɗina tottode journaliste ɗi faare programme aji mbaɗi kuttini ɗum ko ɗaɓɓani so tawine amno woni gueɗel ngel ma ɗaɓɓintomi gueɗel ɗimmingel nangalam woni hol yande ma walla hol position ma ko faate jangde leydi murten ha tekki question des langues nationales wadde eɗen gandi jangde caɗen woni 1960 après ko janam hande c'est ma première question et la deuxième de garɗa ɗo nde wawde feccande wiide ko hannde ƴamde lefol laamu beelata ɓetinoma naatde wiide ko won dillere dawrugol walla wonon coalition pour yidde wonde candidat ha donkuɗan mbawaɗa wonde yaade wonde bellel walla ala walla fin tan jaɗa. Bon, donc il a posé deux questions fondamentales. Mami Diabo oɗo je maɗi sen gayni a faami ko mbiɗa ko noon watte wadde mi jaɓani haalde ɗemde keddiɗe donc kalmi tan ke tubakoɗe fami donc il a posé deux questions. Les deux questions c'est sur les langues nationales. Déjà j'ai répondu à ça mais il n'était pas présent. Voilà. Et puis sur la coalition, ça aussi ça a été posé. Bon, en quelques mots, sur les langues nationales, j'ai dit que toutes les langues se valent. Toutes les langues se valent. Il n'y a pas une langue qui est meilleure ou supérieure à une autre. Ça c'est connu sociologiquement, linguistiquement. Et puis l'enfant, dès le bas âge, quand il apprend sa langue maternelle, il est beaucoup plus performant. Ça, c'est comme ça. On n'y peut rien du tout, c'est comme ça, c'est la logique humaine. Vous comprenez? Donc, toutes les langues se valent et toutes les langues doivent être étudiées. Nous avons la chance d'être dans notre pays, nous n'avons que 4 langues. 4 langues, c'est très facile. Très facile. La majeure partie des Mauritaniens parlent 3 à 4 langues. Ceux qui sont au Guidimaha, ils parlent 4 langues. Ceux qui sont dans la région de Trarza, ils parlent 3 langues. Vous comprenez? Ceux qui sont dans la région du Gorgol, Mbouten et tout ça, ils parlent 4 langues. Peut-être même 5, parce qu'ils parlent Bambara aussi. Vous comprenez? Hein? Donc c'est comme ça. Quand on est ici à Nouakchott, on parle presque toutes les langues. Hein? Les jeunes Nouakchottois, ils parlent presque toutes les langues. Vous comprenez? Donc ça, c'est des questions faciles à résoudre. Et puis, il faudra s'atteler à ça pour que personne ne soit laissé de côté ou bien se sente, par exemple, mis de côté ou bien disent que tu n'es pas de la nation ou bien ça ne nous intéresse pas ta langue. Non, ça, il faudra résoudre ça. Chacun va étudier sa langue dans sa langue maternelle en étudiant les autres langues nationales. Hein. En étudiant les autres langues nationales. C'est important. Parce qu'il faut qu'il y ait un multilinguisme ici. D'ailleurs, c'est le cas maintenant. C'est le cas, les Mauritaniens parlent 3 4 langues. C'est le multilinguisme, mais l'arabe c'est la langue officielle, mais les autres langues, étant donné qu'elles seront enseignées, au fur et à mesure seront des langues officielles aussi enseignées avec des langues de travail. Donc, il faudra veiller à ça. Quand je viendrai au pouvoir, je vais résoudre ça. Oui, je vais résoudre ça pacifiquement. Les Mauritaniens comprendront. Tous les Mauritaniens veulent la paix. Tous les Mauritaniens veulent la paix. Parce que sans paix, vous comprenez, je n'avais pas abordé ce sujet. Je vais le laisser jusqu'à la dernière question. Je vais aborder d'autres sujets beaucoup plus stratégiques pour la Mauritanie de demain. Moi, j'ai envisagé la Mauritanie. Nous sommes là, encore nous qui sommes là, peut-être pour
au grand maximum pour nous, peut-être 50 ans. Grand maximum. Mais moi, je me suis projeté à 100 ans pour les Mauritaniens qui vont venir après. Vous comprenez? Donc, c'est pour une Mauritanie solide, pour que nous puissions continuer à vivre, la famille. Donc, pour la coalition, Vivre Ensemble, elle a existé. Moi, j'ai voté pour la coalition passée en 2019. On s'est bien mobilisé, on a voté pour, mais on a vu ce que ça a donné. Des éclatements partout, hein, des tiraillements. Moi, je suis au-dessus de ça. Moi, je ne suis pas dans les chapelles. Je ne suis pas dans les chapelles, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux une Mauritanie forte, une Mauritanie dynamique, une Mauritanie rassemblée, unie. C'est ce que je souhaite. Mais s'il faut tirer par-ci, tirer par-là, dire ceci du bien de l'autre et du mal de l'autre, moi, je ne rentre pas dans ça. Merci. Ah non.